Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnait sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu,
mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois,
Nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur pot d'or.
Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Comment se fait-il que le monde parle encore d'une statue qui n'a existé que pendant 54 ans, il y a plus de 2000 ans? En quoi cette impressionnante construction antique était-elle si unique pour que nous en discutions encore aujourd'hui? Je vais bien sûr parler du colosse de Rhodes. On le considère comme l'une des 7 merveilles du monde antique, avec la grande pyramide de Gizeh et les jardins de Babylone. Cette statue millénaire est enveloppée de nombreux mystères. Mais examinons d'abord certains faits, d'accord? Ce que nous savons, c'est que les habitants de Rhodes ont entrepris cet immense projet après la fin du siège macédonien de leur île. En d'autres termes, c'était une façon pour eux d'honorer les puissances divines et de célébrer leur victoire. Utilisant en grande partie des matériaux abandonnés par les Macédoniens, ils ont commencé la construction du colosse, qui aurait duré environ 12 ans. Selon la plupart des descriptions contemporaines de la statue, elle mesurait à peu près 32 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est à peu près la taille de la Statue de la Liberté qui mesure 46 mètres. Cela pourra te sembler peu. La Statue de la Liberté est actuellement classée 52e statue la plus haute du monde. La championne demeure la Statue de l'Unité en Inde, qui se dresse fièrement à une hauteur stupéfiante de 182 mètres. Mais dans l'Antiquité, c'était un véritable exploit. Mais la hauteur est-elle la seule similitude entre le colosse de Rhodes et la Statue de la Liberté? Eh non. Les Américains surnomment leur statue le colosse moderne. Car les deux monuments ont été pensés comme des symboles de libération. Il y a même une plaque à l'intérieur du piédestal de la statue new-yorkaise où l'on peut lire le premier vers de ce sonnet. Le nouveau colosse, non pas comme le géant d'airain de la renommée grecque. La construction de cette colossale statue antique a nécessité énormément de bronze. Certains documents anciens indiquent même qu'il a fallu en utiliser entre 12 et 13 tonnes.
Même pour les temps modernes, c'est beaucoup. Et à l'époque, on parlait d'une opération impliquant toute l'industrie mondiale du bronze. L'homme chargé de donner vie à la statue était Charès de Lindos, un sculpteur grec. Les travaux ont été effectués de 294 à 282 avant Jésus-Christ, mais malheureusement, Charès n'a jamais pu voir le résultat final. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais certains documents affirment que la construction du colosse de Rhodes l'aurait conduite à la faillite. Il n'aurait pas su estimer correctement le coût nécessaire à l'érection de l'imposant monument. Cependant, nous ne savons toujours pas avec certitude comment il leur a été possible de construire une statue aussi grande à l'époque. Ils n'avaient aucun des équipements dont nous disposons aujourd'hui, comme les excavatrices et les ascenseurs. D'après certains documents, il leur a fallu inventer une méthode totalement nouvelle. Tout a été fabriqué sur place, pièce après pièce. Apparemment, ils auraient divisé la statue en plusieurs sections et commencé par les pieds. Une fois chaque partie terminée, d'énormes monticules de terre étaient placés tout autour afin que les ouvriers puissent travailler sur la section suivante. Cependant, ces informations ont été recueillies plus de 100 ans après la construction du colosse. Il est donc possible de douter de leur exactitude. Pendant ces 12 années, les Rhodiens ont travaillé sans répit. Ils ont d'abord posé une base de marbre blanc avant d'y placer les pieds de la statue. Ensuite, ils ont fabriqué une sorte de squelette de fer, auquel les plaques de bronze sont venues s'ajouter. Mais pourquoi avoir choisi le bronze ? Pour des raisons pratiques. En fait, le bronze était plus résistant que le fer, et donc mieux à même de faire face à des conditions climatiques extrêmes. De plus, si l'on y réfléchit bien, la statue était située assez près de la mer. Donc l'air devait être assez salé. Voilà pourquoi il leur fallait utiliser un matériau très robuste. Quel était son emplacement exact ? Ça, c'est une chose qui fait l'objet de débats depuis très longtemps. Les chercheurs pensaient initialement que la statue se tenait debout avec une jambe de chaque côté du port de Mandraki. L'un des nombreux ports de la cité de Rhodes, en gros, elle chevauchait en quelque sorte l'entrée de l'île. Aussi magnifique que cela puisse paraître, il est fort probable que ce ne soit là qu'une légende. Tout d'abord, il aurait fallu pour cela fermer le port pendant toute la durée de la construction. Ce qui ne semble pas correspondre à ce que l'on trouve dans la plupart des documents. De plus, lors de sa chute, la statue serait venue complètement bloquer le port, ce qui, encore une fois, ne semble être mentionné nulle part. Selon les représentations les plus récentes, le colosse se trouvait très probablement sur le côté est du port de Mandraki, ou peut-être même plus loin dans les terres. Alors, qu'est-il arrivé à cette impressionnante structure ? N'en reste-t-il vraiment rien aujourd'hui ? Et pourquoi n'a-t-elle tenu que 54 ans alors qu'il a fallu si longtemps pour la construire et qu'elle était si importante pour les habitants ? C'est simple, un tremblement de terre a causé la chute du colosse de Rhodes, tant admiré des Grecs de l'époque. On raconte qu'en raison du séisme, la statue s'est brisée au niveau des genoux et s'est retrouvée couchée sur le sol. Néanmoins, on a continué à venir l'admirer pendant des siècles. Les habitants de Rhodes ne voulaient pas reconstruire le monument car ils considéraient sa chute comme un signe du destin. Au milieu du 7e siècle, ce qui restait de la statue a fini d'être déblayé. D'après la légende, il aurait fallu près de 900 chameaux pour transporter tout ce bronze effondré. Et à quoi ressemblait donc la statue ? Cela aussi est entouré de mystères. Le colosse était un symbole de la fierté et de l'indépendance des habitants de l'île. Mais son image ne figurait pas sur la monnaie locale, bien qu'une telle chose soit courante à l'époque. Certains historiens de l'art pensent cependant que le colosse avait des similitudes avec d'autres représentations du même personnage mythique, une figure masculine avec des rayons de lumière autour de la tête. La position de ses mains est encore sujette à débat. Certains disent même qu'il est possible qu'il ait tenu une torche. Nous ne savons pas non plus si ses bras étaient positionnés le long de son corps ou si sa main droite était levée, comme c'est le cas dans de nombreuses représentations mythologiques de l'Antiquité grecque. Nous ne pouvons pas non plus admirer l'original, mais certaines personnes ont le projet de reconstruire le colosse. Un groupe d'architectes européens entend construire une version 21e siècle de l'ancienne statue. Cette nouvelle construction doit s'élever à une hauteur de 152 mètres. Elle servira de centre culturel et de phare.
Pour s'assurer qu'elle ne finisse pas comme son ancêtre, les concepteurs ont l'intention d'utiliser toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, ils prévoient de recouvrir tout l'extérieur de ce colosse moderne de panneaux solaires, afin que l'énorme monument dispose de suffisamment d'électricité. Ils comptent aussi utiliser les techniques les plus modernes pour que les tremblements de terre et les tempêtes n'affectent pas, comme ce fut le cas autrefois, l'impressionnante structure. Pour ce faire, ils construiront donc la statue selon une configuration en trépied. Aux 2 pieds viendra s'ajouter un pilier de soutien caché dans une écharpe, allant du bras de la statue jusqu'au sol. Ils prévoient également de placer un lourd support en acier autour de la base afin de faire contrepoids à l'ensemble. Ils ont même pensé à un système de suspension qui permettrait à la statue de se balancer d'avant en arrière, la rendant ainsi un peu plus flexible et par suite capable de résister aux diverses conditions météorologiques. Les coûts de ce projet sont cependant assez élevés. Environ 283 millions de dollars. Les partisans du colosse moderne sont optimistes, car ils sont certains de pouvoir réunir cette somme impressionnante grâce au financement participatif et aux investissements privés. Il existe un site archéologique remarquable près de Saint-Louis, dans le Missouri, dont peu de personnes ont entendu parler. Nommé Cahokia, il fut jadis une métropole florissante abritant jusqu'à 2000 habitants au cours du XIe siècle. Ce lieu est parsemé d'imposants tertres de terre façonnés à la main, dont le plus monumental subsiste encore aujourd'hui au Cahokia Mound State Historic Site. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation demeurent mystérieux, les chercheurs ont pu en reconstituer certains éléments grâce aux vestiges mis au jour. Parmi ces découvertes figuraient des dents particulièrement anciennes. Leur analyse détaillée a révélé que Cahokia accueillait une grande diversité de peuples autochtones. Environ un tiers des habitants provenaient d'autres régions du centre du continent, ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant la composition chimique des dents retrouvées. Fait remarquable, l'agencement des monticules indique que Cahokia était une ville conçue avec une organisation précise et non une simple juxtaposition de villages. Les élites résidaient au sommet de ces structures, tandis que le reste de la population occupait d'autres habitations. Il est fascinant d'imaginer que cette cité abritait des activités variées, telles que l'agriculture, la chasse, l'exploitation du bois, la poterie et le tissage. Au cœur même de Cahokia, se dressait un monticule colossal d'environ 30 mètres de hauteur, entouré d'une vaste palissade en bois. À l'intérieur de cette enceinte se trouvait le centre névralgique de la ville, comprenant une grande place ouverte. Les archéologues estiment que cette dernière avait été conçue pour symboliser les 4 points cardinaux. On pourrait croire que ceux qui l'ont bâtie cherchaient à créer un lieu en parfaite harmonie avec l'univers. Le centre de Cahokia était le cœur des cérémonies et des rassemblements majeurs, et son importance était telle que des visiteurs extérieurs venaient spécialement pour y assister. Le destin de cette cité demeure incertain. Certains avancent que son effondrement serait dû à une déforestation excessive, ayant perturbé l'équilibre naturel. D'autres spécialistes contestent cette hypothèse, soulignant que la qualité des sols était encore préservée après l'abandon de la ville. Les premiers colons n'étaient pas encore arrivés à l'époque, écartant ainsi toute influence de leur part. Une autre théorie évoque des conflits avec des communautés voisines, qui auraient précipité son déclin. Aujourd'hui, plus de 65 tertres sont encore visibles, et il est même possible d'escalader le plus imposant d'entre eux. Ce site exceptionnel pourrait bientôt obtenir le statut de parc national, une raison de plus de le découvrir avant qu'il ne devienne une destination trop prisée. Mohenjo-Daro est une autre cité antique disparue qui demeure entourée de mystères. Située dans l'actuel Pakistan, elle connut son apogée durant l'âge du bronze et se distinguait par son niveau d'avancement remarquable. Son réseau d'adduction d'eau et son architecture sophistiquée surpassèrent de loin ceux des autres villes de l'époque. Pourtant, elle demeure bien moins célèbre que les grandes cités antiques d'Égypte ou de Mésopotamie. Plus énigmatique encore, son abandon soudain, dont la cause reste encore inconnue. Bien que la ville ait été mise au jour en 1911, les archéologues mirent du temps à saisir toute son importance. Les fouilles révélèrent notamment un système d'assainissement avancé,
comprenant plus de 700 puits, des bains privés ainsi que de vastes thermes publics. De manière impressionnante, même les habitations individuelles disposaient de toilettes reliées à un réseau d'égouts fonctionnel qui s'étendait à travers la ville. Mohenjo-Daro était également un centre commercial dynamique, produisant des poteries raffinées, des bijoux et des figurines qui s'exportaient à travers toute la région. Malgré cette sophistication, la raison de son abandon reste inconnue. Certains suggèrent que des changements dans le cours du fleuve Indus auraient pu être un facteur déterminant. Quant aux inscriptions laissées par ses habitants, elles restent indéchiffrables, même pour les experts les plus aguerris, compliquant encore davantage la reconstitution de son histoire. Avez-vous déjà entendu parler du village perdu de Kolmanskop? Autrefois, il s'agissait d'une petite colonie établie au cœur du désert du Namib. Selon la légende, elle tiendrait son nom d'un certain Coleman, qui se serait enlisé dans les dunes avant de disparaître à jamais. Toutefois, ce n'est pas là l'aspect le plus curieux. En 1908, un cheminot découvrit une pierre brillante et la montra à son chef d'équipe, qui s'avéra être un minéralogiste amateur. Après analyse, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un diamant. Rapidement, Kolmanskop devint la ville la plus prospère d'Afrique et l'un des endroits les plus riches au monde. On y trouvait de luxueuses maisons, une école, un hôpital et même une usine à glace destinée à approvisionner les garde-manger. L'hôpital était équipé de la toute première machine à rayon X d'Afrique australe, supposément employée pour s'assurer que les ouvriers ne tentèrent pas d'avaler des diamants en douce. Mais dès la fin des années 20, la découverte d'un autre gisement diamantifère à proximité entraîna le déclin de Kolmanskop. Peu à peu, ses habitants partirent en quête de nouvelles opportunités, laissant derrière eux une ville déserte. En 1938, l'ensemble des équipements industriels fut déplacé vers le sud, condamnant Kolmanskop à l'oubli. Son dernier habitant quitta les lieux entre 1956 et 1960. Cependant, le climat aride a permis une remarquable conservation des bâtiments, transformant cette cité fantôme en un site prisé des visiteurs. Vous avez certainement entendu parler du Machu Picchu, cette fascinante cité antique située au Pérou. Perchée sur les hauteurs vertigineuses des Andes, elle s'étend sur une vaste superficie et surplombe les vallées environnantes. Son importance historique et son architecture lui valent d'être classée parmi les merveilles du monde moderne. Toutefois, son véritable usage reste un mystère. Bien qu'elle ait pu abriter jusqu'à 750 personnes, les traces humaines y sont limitées. Certains avancent qu'il s'agissait avant tout d'un lieu spirituel ou cérémoniel, tandis que d'autres le voient comme un luxueux centre de villégiature destiné à l'élite inca. La présence de vastes terrasses suggère une fonction agricole expérimentale ou un rôle commercial. Une autre hypothèse, plus surprenante, évoque l'éventualité d'une prison, en raison de la découverte d'un espace ressemblant à une cellule. Il est intriguant de constater qu'aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens peinent à comprendre comment cette cité a été édifiée. Saviez-vous que les Incas n'auraient probablement pas utilisé de roues pour transporter les matériaux? Pourtant, d'énormes blocs de granit ont été hissés jusqu'au sommet escarpé des Andes, alors même que leur poids était considérable. Certains estiment que des centaines d'ouvriers unissaient leurs forces pour faire progresser chaque roche jusqu'au sommet. Les gigantesques pierres du Machu Picchu sont si parfaitement ajustées qu'aucune fissure n'est visible entre elles. Ce détail remarquable confère à la structure une incroyable résistance au séisme, un atout majeur dans un pays comme le Pérou, sujet aux secousses telluriques. Mais comment ces blocs parviennent-ils à rester en place malgré les séismes? Ils subissent en réalité de légers déplacements avant de retrouver spontanément leur position d'origine, donnant l'impression d'une danse naturelle. Certains avancent que des cales en bois humidifiées auraient été employées pour stabiliser les pierres, mais cette hypothèse semble peu compatible avec l'ampleur des constructions. Les bâtisseurs du Machu Picchu semblent également s'être passés de bêtes de somme et d'outils en fer. Ils ont dû façonner et assembler chaque élément à la seule force de leurs mains. De surcroît, la citadelle repose sur une faille tectonique, ce qui a nécessité le déplacement de vastes quantités de roches et de terre afin d'aplanir le terrain. On pense même que la véritable prouesse se cacherait sous la surface, où des fondations profondes et un ingénieux système de drainage assurent la stabilité du site. D'ailleurs,
Un réseau hydraulique souterrain, jusque-là inconnu, a récemment été mis au jour grâce à la numérisation 3D. Les Incas n'utilisaient pas de mortier pour assembler les blocs de granit, mais leur travail était si précis qu'il est impossible d'y glisser une feuille de papier. Une hypothèse suggère que les artisans employaient des outils de pierre constitués de matériaux plus durs que les blocs façonnés. Nous sommes en 1923. Deux adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leurs fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple, composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles.
Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Litzkalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Litzkalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y arriverons peut-être un jour. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture.
Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles, représentant des divinités de l'autre monde.
L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore ? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Einstein. Il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps, et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes.
Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elles représentaient les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi ? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça ? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe. Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif un peu plus grand qu'un pot de peinture sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement.
Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée Lazy Bone. Ça veut dire gros paresseux. La Lazy Bone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas? Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers. Il fait nuit, et tu t'apprêtes à pénétrer dans la dernière demeure du pharaon Toutankhamon. Tu n'as pas de torche, mais tu t'es au moins muni d'une lampe de poche. Tu descends plusieurs étages, et tu remarques que les murs sont gravés de hiéroglyphes et de ce qui ressemble à un sort. Le sort dit « Ceux qui emporteront quoi que ce soit de cet endroit seront maudits ». Même si tu n'y crois pas vraiment, ça te fait un peu peur. Tu trouves une énorme porte en pierre. Est-ce un piège? Tu réussis à l'ouvrir, mais non, derrière, la salle est vide. Tu consultes ta carte. Il semble que tu suives la bonne direction. Au bout de plusieurs heures, tu comprends que tu es pris au piège dans un labyrinthe. Tu essayes de revenir sur tes pas, mais tu ne trouves plus la porte par où tu es entré. Ça y est, te dis-tu, tu es tombé dans le piège du pharaon. Et tu n'as rien apporté à manger. Nous avons tous vu des films hollywoodiens dans lesquels le personnage principal explore des ruines et se trouve confronté à des pièges très dangereux, n'est-ce pas? On nous a répété que la royauté égyptienne protégeait ses dernières demeures à l'aide de scorpions et de serpents venimeux, de portes coulissantes qui vous emprisonnent à vie et d'immenses rochers qui écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais ces pièges étaient-ils vraiment réels? Je regrette d'avoir à te l'annoncer, mais il ne s'agit que de fiction. Ces pièges sont trop complexes techniquement pour que des civilisations anciennes aient pu les concevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièges du tout. Les civilisations anciennes, comme celles des Égyptiens et des Mayas, construisaient des monuments qu'elles dédiaient à leurs grands morts. Ces structures témoignaient souvent de la position qu'occupait la personne dans la société.
Ainsi, pour les personnes vraiment importantes, les VIP de leur époque, on bâtissait d'immenses monuments qui abriteraient leurs dépouilles longtemps après leur disparition. Certaines de ces civilisations croyaient que la vie se poursuivait de l'autre côté du voile. C'est pourquoi on enterrait les gens avec leurs possessions. S'ils étaient riches et puissants, les sépultures étaient remplies d'or et de richesses. Imagine maintenant que tu vives en Égypte ancienne. Tu sais exactement où se trouvent tous les tombeaux des pharaons et tu as entendu des rumeurs sur les grandes richesses conservées dans ces lieux. Peut-être serais-tu tenté d'aller y jeter un coup d'œil ? Il s'agit de grandes salles remplies du sol au plafond d'objets d'or, de bijoux et même d'argent. C'est vrai, c'est tentant. Et comme il n'y avait pas de gardien pour protéger l'entrée de ces lieux, les Égyptiens devaient faire preuve d'imagination pour préserver ces trésors. Les pièges étaient une solution très pratique. On construisait par exemple des salles vides à l'intérieur des monuments afin de confondre les voleurs. Examinons la dernière demeure d'Amenhotep III. Elle fut construite dans la ville de Luxor, dans un wadi secondaire de la vallée des rois. 2 ingénieurs français ont découvert le monument entre 1905 et 1914. Cette structure est immense et comporte plus de 10 salles reliées entre elles par de longs couloirs et de raides escaliers. La salle du roi est la mieux dissimulée et avant de la trouver, un étranger sera perdu plusieurs fois dans ce sombre dédale. D'autres pharaons ont tenté de protéger leurs richesses en faisant construire des monuments dont les faux planchers dissimulaient des trous d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Les visiteurs indésirables étaient ainsi découragés dans leurs recherches en voyant s'ouvrir le sol en chemin vers la chambre du roi. Outre les faux planchers, ils excellaient à construire de véritables labyrinthes de couloirs et de fausses murailles. Et les voleurs pouvaient mettre des heures avant de trouver la riche sépulture. Quant aux serpents venimeux, il est probable qu'ils soient venus d'eux-mêmes s'installer dans les fosses de ces monuments. Et sans doute ne restaient-ils pas très longtemps. Comment ces reptiles auraient-ils pu survivre des années durant sans nourriture dans cet obscur intérieur ? Oui, il s'agit donc bien encore d'une légende inventée par Hollywood. Si ces pièges te paraissaient ennuyeux, les archéologues ont trouvé un moyen de dissuasion intéressant dans la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque au Mexique. Palenque était l'une des puissantes cités mayas du Mexique précolombien. On pense que la Reine Rouge était la grand-mère du dernier roi maya. Sans aucun doute, une personne d'une grande importance pour l'Empire. En son honneur, un immense monument fut construit pour conserver son corps après sa mort. La découverte de la tombe elle-même a été un véritable événement. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont d'abord vu une salle avec une porte cachée. Une fois la porte ouverte, ils ont découvert un long couloir. Enfin, au bout de ce couloir, se trouvait la chambre de la reine. Les archéologues étaient impatients de mettre au jour cette salle contenant la momie de la reine. Elle était entourée de perles, de coquillages de jade et de pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'assez étrange. La pièce était couverte de poudre rouge. Les chercheurs connaissaient l'importance de cette couleur pour le peuple maya et savaient qu'ils s'en servaient pour décorer leurs vêtements et leurs bâtiments. Mais ils ne comprenaient pas la présence de cette substance inconnue dans la sépulture de la reine. Après en avoir rapporté un échantillon pour une analyse approfondie, ils ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très nocif. Cette poudre, lorsqu'elle est inhalée, peut causer de graves dommages à la santé d'une personne. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège pour ceux qui tenteraient de s'emparer de ces richesses. Les poudres toxiques sont peut-être les pièges les plus efficaces que nous ayons vus jusqu'à présent. Mais le moyen le moins onéreux d'éloigner les visiteurs indésirables était peut-être d'inscrire des sortilèges sur les surfaces des monuments. Nous en ririons probablement aujourd'hui, mais à l'époque, cela marchait extrêmement bien. Les sorts disaient généralement que quiconque emporterait quoi que ce soit connaîtrait un destin funeste. Certaines formules promettaient aux voleurs qu'ils perdraient leur maison dans de grands incendies ou de terribles inondations, d'autres que les malfaiteurs auraient des problèmes de santé incurables.
Mais rien de tout ça n'a suffi à dissuader les pilleurs. D'étranges histoires semblent attester de la réalité de ces sortilèges. L'une d'entre elles est celle du célèbre égyptologue britannique Howard Carter, responsable de la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon dans les années 1920. Après des mois de fouilles infructueuses, Carter a découvert cette sépulture par hasard. Il a trouvé l'entrée d'un escalier sous le sol dans lequel il creusait depuis des mois. Aidé d'une équipe, il a dégagé les amas de sable qui en bloquaient l'entrée et a découvert une porte. Plusieurs symboles étaient gravés sur celle-ci. Et Carter savait que cela ne pouvait que signifier qu'une personne très importante avait été enterrée à cet endroit. Et il avait raison. À l'aide de son burin, il fit un trou dans le coin supérieur gauche de la porte en s'éclairant à la flamme d'une bougie. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, de nombreux objets d'or ainsi que des joyaux brillaient de tout leur feu. Carter venait de découvrir la dernière demeure de Toutankhamon, perdue depuis 3000 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte s'accompagna d'une série d'événements malheureux qui portent à croire qu'un sort avait été jeté. Quelques années plus tard, Carter mourut mystérieusement. Et certains de ses assistants perdirent leur maison dans des inondations, tout comme l'une des formules le promettait. Certaines personnes croient qu'il s'agit de simples coïncidences, car il n'y a aucune preuve du lien entre ces différents événements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Était-ce un bon piège après tout ?